Je pense qu'ils sont trompés de réunion. Ah, il y a du monde. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Thomas, est-ce que tu peux me confirmer? Je ne suis pas sûre euh, de bien lire. En termes de personnes présentes, on a 44 personnes connectées, c'est ça? Exactement. Ah, d'accord. Effectivement, c'est pas ce que je voyais tout à l'heure. Bon, bah, du coup, on va commencer parce on a attendu un petit peu. Donc, merci à toutes et tous d'avoir répondu encore une fois présent à notre invitation je profite pour respecter les consignes qui m'ont été données pour vous remercier pour votre implication dans ces gros travaux du Ségur parce que vous êtes à nos côtés depuis le début c'est quand même très important pour nous. On sait que c'est un gros travail pour tous et ça fait vraiment avancer les choses en matière de santé. Et donc, pour pouvoir continuer à avancer, eh bien, nous avons proposé cette petite séance spéciale interopérabilité avec nos experts en la matière parce on a eu pas mal de questions de la part de certains d'entre vous relatifs aux exigences, relatifs aux preuves à apporter, etc. La meilleure façon de faire certaines évolutions, certains développements. Et on voulait du coup faire cette séance pour vous présenter notre réflexion sur ces sujets. Et puis, ben, ce sera également un temps d'échange avec vous. N'hésitez pas à nous faire vos retours au fil de la conversation. Et je vais donc laisser la parole à Maëlle Priour de l'ANS, à Jean-Christophe Cobin de la DNS, à l'ensemble des participants qui se trouvent ici, enfin des intervenants, pardon, qui se trouvent ici. Sylvain Demey également. Et voilà, ben, je pense, Maëlle, c'est toi qui commence ou c'est Sylvain? Je ne sais plus. C'est Sylvain qui commence, Nolwenn. Je laisse la Oui. parole à Sylvain. Je Bonjour vais à tous. commencer, effectivement. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci Nolwenn. Donc, effectivement, on souhaitait vous faire un petit retour sur tout ce qu'on a pu faire suite aux questions, aux échanges qu'on a pu avoir autour de ces questions et différentes demandes. Vous faire un retour sur les améliorations qu'on a pu apporter autour des volets, des tests notamment. Ensuite, dans un second temps, en fait, on aura une discussion avec vous. On a prévu un temps d'échange autour de l'élargissement de scénarios de conformité. Du coup, là, ça sera Maël qui prendra la parole, qui animera cette partie. Et puis, on terminera sur les prochaines étapes suite à ces petits ateliers. Donc, au niveau des améliorations, deux grands axes suite à vos retours. On a travaillé pour faire évoluer les volets. Alors, c'est des évolutions en termes de format, de correction, d'ajout, d'amélioration. Je vais y revenir juste après. Et on a aussi apporté des ajustements et des nouveaux éléments, de nouvelles explications pour l'amélioration du parcours, notamment lorsque vous souhaitez faire une intégration avec le DMP test. Au niveau des évolutions des versions du volet, alors, un changement par rapport à ces versions. Vous aviez l'habitude d'avoir les volets sous format PDF. Aujourd'hui, par rapport à notre stratégie, doctrine au niveau du CIDIS, on s'oriente de plus en plus sur la construction de guides d'implémentation. Pour ceux qui ont déjà vu nos travaux sur Fire notamment, connaissez un peu ce format. Et du coup, les nouvelles versions que l'on veut proposer pour les volets, les versions mineures, correctives, donc on propose de les faire sur ce format. Ces versions intègrent des correctifs, des précisions supplémentaires et des informations supplémentaires. Donc là, je vais vous montrer directement ces nouveaux formats et on va parcourir ensemble
les principales modifications apportées. Change. Voilà. Donc, le premier volet, le volet de transmission d'un document CDR2 en HL7V2. Donc, voici comment ça se présente. J'espère que c'est assez gros sur vos écrans. Donc, sous le format d'un guide d'implémentation. Aujourd'hui, c'est une version 2.1.1. C'est une version C-Build, hein, donc ça veut dire qu'elle n'est pas encore publiée, mais ce lien est disponible. Donc, ça vous permet aussi d'avoir de la visibilité aussi sur ce qu'on est en train de faire par rapport à cela, les ajustements. Et il y a des informations peut-être qui pourraient vous être utiles, notamment même. Voilà, que ça vous permet de vous appuyer sur certaines choses qui ne sont pas encore aujourd'hui publiées. Alors, comment ça s'organise? Donc, par rapport au PDF, en fait, on a découpé, il y a le volume 1, donc tout ce qui est autour de études fonctionnelles, le volume 2, tout ce qui est autour des détails des transactions, et un volume 3 autour des annexes. Vous allez retrouver aussi un volet sur les tests pour vous redonner des précisions sur l'organisation des tests et les différents accès. Donc ça reste de l'information. Au niveau du coup de ce qu'on a pu faire aujourd'hui, par rapport à vos retours, on retrouve aujourd'hui dans cette historique des versions, donc les différents éléments. Alors bien sûr, c'est aujourd'hui à date, les évolutions qu'on a pu apporter. Comme je le rappelle, hein, c'est en C8, c'est encore en cours de finalisation, de construction. Peut-être que vous aurez d'autres retours en plus. Donc, l'idée, c'était vraiment de faire une version mineure sans impact autour de ce changement de format, des corrections, des typos, parce qu'on a trouvé, des précisions et des ajouts d'informations. Donc, je ne vais pas tout balayer, notamment autour de la modification du format, les typos aussi qu'on a pu rencontrer. Notamment, on a des petites choses sur l'avant-propos, sur l'ensemble du document. Alors, ce qui peut vous intéresser, par contre, sur l'ensemble du document, on a remplacé cette adresse mail par rapport à des retours qu'on a. Oui, est-ce que tu peux zoomer, Sylvain, quoi? Bon, oui, si bien sûr. Est-ce que c'est mieux? Parfait. Très bien. Donc oui, au niveau de l'adresse courriel, dans les exemples, donc avant, il était marqué médecin.mssanté.fr. On a changé, on a précisé test CIDI. Pourquoi? Pour bien identifier que c'est une adresse de test. C'est un test, ce n'est pas quelqu'un qui existe aujourd'hui. Ce remplacement de l'adresse courriel, je reviendrai tout à l'heure, mais c'est aussi quelque chose qu'on a reporté dans nos exemples, dans le repo que vous devez connaître maintenant, HL7V2 exemple, je le remontrerai tout à l'heure, et également dans la description, dans nos tests, dans le scénario de test Gazelle. Ensuite, la typo, là, je ne vais pas revenir dessus, là non plus. Là non plus. Alors, au niveau des choix des standards, on avait une phrase qui pouvait perturber, qui n'avait pas forcément sa place là. Au niveau du choix des standards, on avait la phrase ici, les échanges MS Santé doivent prendre en compte les restrictions positionnées sur le message. Exemple, un document avec un masquage médecin ne doit pas être envoyé sur une mail MS Santé du médecin. Je trouvais que ça n'avait pas de rapport et puis ça portait à confusion, ça n'avait pas forcément sa place dans le choix des standards, donc on l'a enlevé. Après, au niveau du profil des messages, on avait aussi, par rapport à des questions qu'on a pu recevoir, on avait aussi donc le fameux code fin que vous retrouvez dans le segment NTE, dans l'OBX, dans le contexte de l'échange MS Santé patient. Donc, dans nos exemples, il était bien en NTE4, mais dans le profil, ça n'apparaissait pas, ce n'était pas précisé. Donc, si je montre directement, donc ici, on a rajouté en fait cet élément-là pour qu'il n'y ait plus de confusion par rapport à cela. Ensuite, si je continue, voilà, il y avait aussi une phrase qui était perturbante et qui pouvait poser problème. Je crois qu'on avait discuté la dernière fois, qui était un document clinique masqué OPS ne doit pas être envoyé OPS par MS Santé. Donc, c'était un point d'attention qu'on avait ajouté. Donc, on l'a supprimé parce que par rapport aux différents échanges qu'on a pu avoir, constater que les envois DMP, MSS, OPS correspondent à des cas d'usage différents qui justifient d'avoir leurs propres règles sans que les impératifs de l'un ne s'imposent à l'autre. Donc, on l'a supprimé. Je peux vous montrer. Hop, simple. Donc, elle était juste ici et il y avait une note. Elle a disparu, donc là, forcément, vous ne l'avez pas, mais il y avait un point d'attention qui était ici. Alors,
justement, peut-être que ça peut vous perturber. Au niveau du format, on a un peu changé. Et maintenant, les notes, les points d'attention, ils apparaissent ici par rapport à ce qu'il y avait dans le PDF. Ensuite, si je continue, hop. Oui, on a au niveau du type de message, on avait vu qu'il y avait une petite incohérence au niveau du MSH 9.3. Alors, je vais montrer, ça sera plus simple. Donc, en fait, ce qu'on avait constaté, c'est que, par exemple, sur les diagrammes ici, puisque c'était à plusieurs endroits, il y avait une petite typo. On se retrouvait ici en 9.3 à MDM T10 underscore T10, alors qu'en fait, c'est toujours MDM underscore T02. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs ailleurs dans le volet, ce qui était aussi dans les exemples. Donc là, c'était des typos, ça pouvait aussi porter confusion, notamment ici, pareil, au niveau du type de message. Donc avant, il y avait une typo. On retrouvait ici T10 et T04, alors que ça aurait dû être T02. Donc là, vous retrouvez les liens directement. Alors l'avantage aussi, hein, peut-être je n'en ai pas parlé, mais au niveau du guide d'implémentation, ce qu'on a fait aussi, ce qu'on est en train de faire, c'est tous les liens vers les documents, où là vous voyez pour passer directement à la section concernée. Donc on a essayé de mettre l'accent aussi sur les liens pour accéder directement aux documents de référence, aux sections, quand un endroit on réfère à une autre section, etc. Donc peut-être ça aidera aussi la lecture et ça rendra la lecture plus fluide. Ensuite, on a constaté aussi dans nos exemples au niveau des messages d'acquittement de l'ERU et du MDM. Donc, on avait constaté qu'on avait laissé message 21.1 et message 21.2. On les a supprimés parce que les ACK n'ont pas de contraintes particulières par rapport à la spécification internationale d'un ACK. Donc, on les a enlevés. Donc, voilà. Et après, alors, par rapport au retour qu'on a eu aussi, on a eu beaucoup de questions aussi autour de la constitution, de comment trouver les éléments pour constituer le VIHF, etc. On a eu aussi des questions autour du message MSS. Donc, on propose une nouvelle annexe avec des mappings. Donc, ce lien, alors je vous le dis, hein, aujourd'hui, c'est disponible, donc on pourra vous le fournir en avance de phase. Et donc, au niveau du mapping, donc mapping VIHF XDS, donc on vous propose des éléments pour mieux interpréter, mieux récupérer les informations pour constituer notamment le VIHF pour le DMP. Donc un premier tableau qui rappelle les champs du VIHF, quelques commentaires, et tout provient la donnée au niveau du message HL7V2. Donc, je ne vais pas vous reparcourir tout le tableau là en séance. Je vous le passerai assez rapidement. On a essayé de vous apporter cette information-là parce qu'on a eu des questions dans ce sens et on essaye d'améliorer, de donner plus d'informations sur mapping pour plus facilement améliorer votre parcours notamment et vos tests. Au niveau du mapping XDS, donc la même chose au niveau du lot de soumission par rapport à la provenance de la donnée au niveau du message HL7V2. Donc idem, la métadonnée, contrainte s'il y a, et tout provient à la donnée dans quel cas. Pareil, je parcours rapidement. Et pour la fiche, là, on est sur la métadonnée et la provenance de la donnée par rapport au CDA. Là aussi, on essaie de vous apporter de l'information par rapport à ça. Et le dernier mapping, il y a un exemple aussi. De VIHF avec Automate. On va essayer de vous aider également. Et pour le mapping du message MSS, donc on a essayé de retranscrire au niveau de la provenance de données, au niveau du message FC7V2, donc le champ du message MSS et la provenance de la donnée. Donc ça, c'est encore un peu tout chaud. Peut-être qu'on rajoutera encore des éléments. Peut-être pas encore exhaustifs. Voilà, tout ça, en fait, c'est vraiment pour essayer de vous aider, hein, comme j'ai déjà dit, sur l'intégration, sur vos tests.
ça soit plus fluide pour vous. Tout cela, alors je pense que vous avez peut-être vu pour certains d'entre vous, donc c'est sur aujourd'hui c'est une preview, c'est la CI build, c'est sur un repo GitHub, qui est ici, hein, donc qui est public. Donc bien sûr, comme tout repo GitHub, on peut faire des issues. Juste un petit warning, si vous faites des issues, bien sûr, ou des remontées sur ce repo, vous sortez du référencement Ségur, donc vaut mieux rester aujourd'hui sur le référencement Ségur. Ce qu'on fait, nous, après, derrière, c'est qu'on crée les issues en conséquence quand c'est nécessaire aujourd'hui. C'est comme ça que l'on fonctionne, qu'on essaye d'avancer. Alors, si je passe sur le second volet, donc le volet transmission LPS de documents CDA provenant d'un courriel MS Santé. Alors celui-ci, alors juste pour vous dire, par rapport à l'autre, on a encore des petites choses à réajuster, mais plus en termes de mise en page. Donc, il est un petit peu moins avancé par rapport à ça. On a encore un petit peu de travail en termes de mise en page, mais on a déjà intégré certains des retours qu'on a pu recevoir aussi dans ce volet. Donc là, au niveau de la structure, on retrouve la même chose. Hein. Je ne vais pas revenir dessus. Et l'historique des versions. Donc toujours à date. Hein. Alors, comme sur l'autre, hein, on a fait un rappel de l'historique pour les anciens volets au format du PDF, mais bien sûr, on peut y accéder directement dans le dernier PDF publié aujourd'hui. Donc, pareil, l'idée, c'est de... Voilà, on a corrigé quelques typos, on a clarifié quelques termes, et puis il y a quelques petits éléments qu'on a rajoutés. Alors, pour être homogène avec l'autre volet, on a modifié aussi le choix des standards, on a aussi supprimé la phrase. Au niveau du type de message en MSH 9.3, donc on avait aussi la même typo. Alors juste là, je vous la montre. Là, c'était pareil. On avait T10 et T04. Donc ça a été corrigé. Et pareil, alors on a eu une question, un retour qui était sur la description des segments PRT pour destinataire et adresse mail de réponse dans les profils de message. Alors, pour être transparent, donc j'ai reporté du coup ce qui nous avait été remonté, qui était une incohérence, dans une issue. Donc ce qui nous avait été remonté, c'est qu'il était présenté des segments PRT pour indiquer l'émetteur du mail, le destinataire du mail et l'adresse, je vais peut-être zoomer, hop, indiqué dans le mail, chacun étant considéré au singulier. Or, la norme SMTP permet de renseigner plusieurs éléments de type destinataire et adresse mail de réponse. Dans le cas où le mail comporterait plusieurs éléments de type destinataire et adresse de réponse. Donc ça, c'était tout à fait correct. Donc, on a corrigé justement ce passage-là en ajoutant que un segment PRT requis si connu et répétable, on a mis au pluriel les destinataires. Là, pareil, ici, on a mis un segment PRT optionnel et répétable, préadopté permet de renseigner les adresses mail sur lesquelles les destinataires peuvent répondre. Et donc là, si c'est bien fait, je vais retourner là. C'est là. Hop. Et derrière. Hop. Désolé, je suis trompé de. Voilà. Celle-ci. Hop. Alors, désolé, je me trompe un peu dans ma navigation. Je vais revenir ici. Revenir directement. Voilà. Donc, c'est ici. Au niveau de cette description, le groupe de segments OBXNTE portant le document CDA. Donc, c'était sur cette partie où on avait mis au singulier alors que ça aurait dû être au pluriel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous montrer sur ici? Donc, oui, on avait aussi un oubli ici sur le document masqué aux professionnels de santé au niveau des métadonnées de masquage OPS. Il manquait la valeur yes. Donc ici, il nous manquait, on avait juste no, on n'avait pas le yes. On l'a rajouté.
Et ensuite, structure. Oui, au niveau des exemples de messages d'acquittement, donc la même chose que sur l'autre volet, on a fait des corrections. On a enlevé le message 21 pour la même raison, le message d'acquittement n'a pas de contrainte particulière par rapport au message spécifié dans le standard international. Donc voilà sur les volets, ce qu'on a pu modifier. Donc je vais retourner sur la présentation pour la suite. Donc vous avez vu sur la présentation, je pense qu'elle sera communiquée mais après, mais il y a les liens, donc pour y retourner, retrouver tout ce que je viens de vous présenter. Au niveau de l'amélioration du parcours, toujours, on a fait des ajustements au niveau notamment de nos README pour les exemples HL7V2, sur le repo GitHub HL7V2 exemple. On a fait quelques ajustements aussi sur les exemples eux-mêmes, des petites corrections. On a reporté, par exemple, je vous disais tout à l'heure sur l'adresse mail, on a rajouté là, pour Adam Oda, on a un peu spécifié pour bien différencier que c'est bien une adresse mail de test. Et on a fait aussi des ajustements au niveau des validateurs, tout cela en conséquence de toutes ces modifications, corrections. Et pour faciliter l'intégration avec le DMP de test, on a amélioré aussi nos README sur les repos GitHub. Je vais vous le montrer au niveau des exemples de messages MDM et les exemples de messages ORU. Là, je vais requitter. Désolé pour cette navigation. Je vais revenir. Donc là, en fait, si on revient ici, sur le repo, donc ça c'est, vous arrivez sur le README, on va dire, de base. Vous pouvez retourner sur la vague 2. Hop. Et après, je retourne ici. Donc ici, sur le README, pour les exemples de messages MDM, volet de transmission de documents CD en HL7V2. Donc, pour retrouver le contenu de ce répertoire. Et après, on a rajouté des informations si vous souhaitez faire une intégration avec l'environnement de test de DMP de bout en bout. Donc, dans le cas d'un test d'intégration avec l'environnement de DMP de test, vous allez devoir effectuer des modifications pour les exemples mis à disposition. Par contre, au niveau du patient, le patient utilisé dans les exemples est le patient Pat3 Dominique. Ce patient est bien connu du DMP de test. Il n'y a donc pas de modification à faire dans le document CDA encodé en base 64 pour le segment PID des messages. Par contre, alors, vous allez devoir modifier l'identifiant du document CDA. Là, on vous dit comment, où, on donne des exemples, et la structure de l'auteur de document CDA. Là, pareil, on vous dit, donne des exemples, et après, on vous donne des instructions sur comment faire. Notamment aussi dans le cas du remplacement de document, ce qu'il y a à faire. Et en synthèse, on a fait un tableau récap de tout ce qui est à modifier dans les messages HL7V2. Ce tableau, il est intéressant aussi parce que tous ces éléments, ce tableau notamment, on l'a remis dans la description des scénarios de test sur Gazelle. Vous allez retrouver aussi ces éléments sur Gazelle. Tout ça pour toujours améliorer le parcours. On a aussi, dans les scénarios de test, vous savez, dans les exemples, surligné en bleu ce qui est modifiable, modifié. Donc ça a été aussi ajusté dans ce sens. Et au niveau ORU, on va retrouver, c'est la même idée, je ne vais pas revenir, bien sûr, il n'y a pas le TXA, mais vous allez retrouver la même chose. Je reviens sur la présentation. Donc voilà, au niveau de l'amélioration de l'intégration avec le DMP test et ce que je vous ai dit pour terminer, l'amélioration de la description des tests sur Gazelle en conséquence. Du coup, je propose de passer la parole à Maël sur la deuxième partie, un échange avec vous sur l'élargissement des scénarios de conformité, et de discuter avec vous aussi de différents éléments de questions soulevées et ouvertes. Merci Sylvain. En fait, oui, en fait, la vague du Ségur a démarré pour tout ce qui concerne DPI-PFI.
On a eu pas mal de questions de feedback. On prend en compte vos feedbacks, vos questions. En fait, on a amélioré nos spécifications, on a amélioré notre documentation. Pourquoi? Pour favoriser le parcours, que vous puissiez mieux vous intégrer au DMP de test et réussir ce référencement, comme le disait Nolwenn en préambule. Par contre, il nous reste deux questions en fait encore qu'on a en visibilité, sur lesquelles on aimerait bien échanger avec vous. Et Sylvain, diapo suivante. Une première question qui va plutôt concerner les DPI, c'est l'exigence DPI CDA HS7.02, où en fait on demandait quoi? En fait, ici, on demandait au DPI d'être conforme au volet transmission d'un document CDA en HS7V2, en fait, donc la spécification qu'on a proposée permet d'envoyer un même message, à la fois au DMP et par messagerie sécurisée de santé, en fait. Donc, dans nos scénarios de test, ce qu'on va demander en préambule, c'est de mimer un message qui envoie au DMP et par MSS. Pourquoi? Pour vérifier que vous êtes conforme à la spécification et que tout simplement, en fait. On a eu des retours de certains d'entre vous, comme quoi faire un seul message, ça ne correspondait pas à votre implémentation actuelle, en fait. Donc, ce qu'on propose aujourd'hui, en fait, et ce qu'on voulait débattre avec vous, en fait, c'est vous ayez la possibilité de faire deux messages, un pour le DMP et un pour la MSS, pour pouvoir répondre à cette exigence. En ouvrant ça, on a identifié deux risques. Un premier risque qui serait plus au niveau de l'utilisateur, donc du conseil de santé. Ça pourrait lui générer des actions supplémentaires et donc plus de clics. Et un autre risque, si on fait deux messages à la place d'avoir un seul message, c'est d'avoir des documents différents qui seront envoyés pour le DMP à la MSS alors que c'est le même document. Donc, en ouvrant cette possibilité de faire deux messages, on pensait à mettre des contraintes supplémentaires. La première contrainte, ce serait sur le même document, les mêmes identifiants, le même contenu, et donc on vérifierait avec le même hash. Et on avait une question qu'on voulait débattre avec vous, qu'en fait, si on devait vérifier aussi si le redatage est le même, qu'en fait, entre les deux messages qui seront envoyés, qu'en fait, et voilà les différentes questions qu'on se posait, ce qu'on voulait vous proposer comme solution, qu'en fait, et donc cette question est plutôt adressée aux DPI, en fait, qui sont confrontés dans le fait que de faire un seul message ne correspond pas aux implémentations actuelles. Vous voulez débattre avec vous, je vous laisse la main. Oui, monsieur Laguarde. Je crois qu'on... Oui, bonjour. Pardon. Oui, effectivement, c'est un sujet sur lequel on souhaitait peut-être avoir des ateliers complémentaires dédiés parce qu'on s'aperçoit qu'il peut y avoir des questions assez complexes. Ce que nous on a vu, c'est dans le cas, ce qu'on est en train d'étudier, typiquement s'il y a un document qui est réalisé, on choisit des premiers destinataires. Donc quand le document est signé, il va être envoyé par MS Santé immédiatement à ses destinataires. Mais en même temps, du coup, sur le DMP, il y a une règle qui demande de mettre en pause, finalement, de temporiser, et le document n'est pas envoyé au DMP, ce qui peut permettre à l'utilisateur de faire des modifications. Et c'est vrai que là, dans les cas qui peuvent arriver, on a vu deux types, nous, de sujets sur lesquels, en fait, on souhaiterait vraiment travailler avec vous pour savoir ce qu'il faut faire. Où finalement un utilisateur peut, à ce moment-là, changer au niveau du DMP. Pourquoi pas, il s'est trompé de destinataire, il en enlève un, il en met un autre. Et là, en fait, on va avoir le troisième donc médecin qui va recevoir tout de suite un mail MS Santé. Après la mise en temporisation, un document va être envoyé avec le DMP. Et on se posait la question, si on suit strictement le CIS, il devrait contenir le CDA uniquement les deux premiers destinataires qui avaient été choisis, alors qu'en fait, au moment où ça va être publié dans le DMP, il y aura deux destinataires mais différents. Et le cas devient encore plus complexe, et celui qui a été supprimé, on se demandait s'il fallait qu'il reçoive un message du coup de suppression.
Et ça devient encore plus complexe si on change aussi le contenu du document lui-même, puisque dans ce cas-là, ce qu'indique la règle du SIS, c'est qu'on fait une nouvelle version du document. Pourtant, la première version est envoyée et reçue par MS Santé aux destinataires initiaux. Et là, au niveau du DMP, donc on devrait publier une V2 dans le document, alors qu'il n'a pas reçu la V1. Et dans ce cas-là, est-ce que il y aura une évolution du DMP pour pouvoir publier une mise à jour, ou il faut qu'on fasse la publication de la version initiale et de la version secondaire? Donc on se rend compte, nous, le fait qu'il y ait cette temporisation, ça amène des tas de questions, enfin des questions un peu compliquées, et sur lesquelles on voudrait vraiment rentrer à fond dans ces scénarios avec vous pour être sûr de faire les bonnes interprétations. Et c'est justement, en particulier cette désynchronisation des usages entre le DMP et la MS Santé qui nous semblait justifier d'avoir des messages différents. Et après, typiquement, sur un destinataire qui est supprimé, on se demande est-ce qu'il faut lui envoyer un message de suppression ou pas? Est-ce que l'annuler remplace est à mettre dans le cas de la première alimentation DMP après temporisation d'une version 2 du document? Voilà, il y a plein de sujets. Merci, Monsieur Lagarde. Compris pour les différents sujets, en fait, nous, dans peut-être deux points, qu'en fait, il y a le point sur les exigences, qu'en fait, qui correspondent à un cas, qu'en fait, et puis ce que vous dites, il y a la notion de ce qui va se passer à l'implémentation, qu'en fait, et l'hétérogénéité des cas sur lesquels on va se retrouver quand vous avez déployé votre logiciel, sur lequel on n'a pas forcément côté CISIS apporté de précision. En fait, quand on supprime, quand le document est supprimé, est-ce qu'on envoie une suppression au destinataire, au procès de santé, alors qu'il a déjà eu le document, qu'il a déjà intégré, qu'en fait, c'est ce genre de questions en fait, qu'on n'a pas cassé, en fait. Et oui, pour faire et qui sont assez complexes sur les différents cas, en fait, j'avoue. En fait. Voilà. Et le fait que justement il y ait une règle, une temporisation d'envoyer des documents différents entre le DMP et la MS Santé, bah, nous, ça paraît quand même assez naturel dans ce cas-là d'avoir des messages différents. Surtout que les destinataires, en cas d'une mise à jour, le DMP recevra toujours une mise à jour, mais typiquement, si le destinataire a changé, peut-être que le destinataire supprimé, il recevra, si vous choisissez qu'il reçoive un message de suppression, du coup, on est vraiment sur des messages différents que le DPI doit envoyer à la Ça, on est d'accord. Hein, quoi. Là, c'était notre règle, notre exigence a été sur le fait de vérifier la capacité qu'on savait le faire dans le cas où vous voulez envoyer à 2 ou 3 personnes par MSS et au DMP. C'était ça qu'on avait prévu initialement quand on a mis cette exigence, vérifier que le logiciel est en capacité de créer un seul message et on imaginait que c'était qu'une seule action pour l'utilisateur derrière. En fait, hein. C'était l'exigence est là-dessus, sans forcément on n'a pas décrit l'ensemble des cas du possible dans le CISIS tel que vous le décrivez, et ni dans les exigences du Ségur. Oui, ce qui fait que du coup, cette exigence-là, comme elle ne prévoyait pas l'ensemble de ce qui va se passer concrètement, en Oui. fait, elle n'est pas adaptée, quoi. Ou alors, ça veut dire qu'il faut avoir verrouillé et clarifié tous les autres cas. Et du coup, nous, c'est assez urgent parce qu'on est en plein dans les développements. Donc c'est pour ça je pense qu'il faudrait vraiment rentrer dans ces ateliers sur des scénarios très, très de tous ces cas. Et parce que la désynchro entre le DMP et la MS Santé, vous allez voir, ça génère plein de questions au fur et à mesure qu'on rentre dedans, quoi, en détail. D'accord. Bah, enfin oui, Et là, de toute façon, c'est le bon moment, quoi, mais c'est vrai que ça nous paraît important de le faire. Et comme il y a des règles différentes, un seul message pour des systèmes qui n'ont pas les mêmes règles, ça paraît super compliqué. ce C'est pas adapté. ce qu'on disait là avec l'exigence, c'est dire on vérifie la capacité, ça ne correspond pas forcément à tous les cas d'usage, mais voilà, sans qu'on ait forcément craqué tous les cas d'usage, Monsieur Lagarde, en fait. Hein. Mais ce que j'entends avec vous, c'est qu'il faut qu'on craque tous les cas d'usage, en fait. Oui, parce que cette capacité, si les cas d'usage sur les effets un peu compliqués, en fait, elle est inapplicable, quoi.
Et juste pour moi, la désynchronisation avec le DMP, quoi, en fait, c'est pas clair pour moi quand vous parlez de temporisation, quoi, en fait, au tout début, quoi, en fait, Mais alors, quand un document, on fait une première version, enfin, voilà, on crée un document, on choisit par exemple 2 destinataires, 1 oui, et 2. Quand le document est validé, le document va être envoyé immédiatement. Enfin, il n'y a pas de temporisation, il va être envoyé par le DPI envoie à la PFI l'ordre d'envoyer les messages et les messages sont envoyés par MS Santé au destinataire. Mhm. Par contre, pour l'alimentation du DMP, il a été demandé de mettre en place une temporisation qui est paramétrable et qui va permettre peut-être après coup à l'utilisateur de faire des changements sur ce document. Donc en fait, les messages MS Santé sont partis avec le document qui a été validé. Par contre, ça n'a pas été Mhm. publié dans le DMP. Alors peut-être pour les cas d'information, pour éventuellement peut-être revenir sur je sais pas, la visibilité ou invisibilité du document. Par contre, finalement, à partir du moment où c'est temporisé, rien n'empêche l'utilisateur de pouvoir, dans certains cas, alors effectivement, c'est des cas à la marge, mais du coup, qui vont arriver, de dire bah, ah, finalement, je change quelque chose dans le document, au niveau médical, et ou en même temps, ah, je me suis trompé de destinataire, je modifie le destinataire. Compris, compris. Et là, ça crée des cas de désynchronisation. Et du coup, sur ces changements de destinataire, on se demande qu'est-ce qui se passe. Celui qui avait reçu quelque chose, il faut lui envoyer une modification, une suppression, on lui envoie rien. Dans le DMP, du coup, c'est quoi? Il faut envoyer la V1, la V2 ou que la V2. Voilà. D'accord, compris, compris. La temporisation, en fait, je suis mon point là-dessus. Elle a été demandée par que c'est nous qui l'avons demandé, quoi, en fait. Ah, oui, c'est dans les exigences, oui. Oui. Ok, ça marche, quoi. Bon, pardon, quoi, en fait, je suis mon point sur cette partie-là. Ok, ben, ok, quoi. Donc, Oui, mais c'est une temporisation, excusez-moi, Marion Sazac, c'est une temporisation de l'envoi de la version initiale. C'est juste qu'on temporise pour différer. On diffère l'envoi, mais on ne change pas le contenu. Et pourquoi pas? Rien n'empêche Eh l'utilisateur, ben, s'il y si a une c'est pas nouvelle parti, de version, il changer faut le document. refaire un nouvel envoi qui lui-même est également temporisé et différé. En fait, si nouvelle version, il y a 2 envois, c'est tout. C'est pas une mise à jour du premier envoi Rien. différé Alors qui va pour se le coup, mettre à dans les jour. spécifications, rien ne le dit. Ce qui se passe. D'accord, Qu'est-ce qui donc se c'est une passe si question d'interprétation. Ah bah, ouais, du coup, ça fait parce que si la temporisation ne permet pas, par exemple, de changer la visibilité, enfin, du coup, à quoi sert la temporisation? Bah, j'avais compris qu'elle servait à rappeler le message éventuellement si au dernier moment l'utilisateur peut annuler l'envoi. Ouais, c'est ces points-là qu'il faut clarifier, parce que c'est vrai que nous, tout de suite, on s'est posé les questions de et qu'est-ce qui se passe si l'utilisateur il change le document? Bah, Puisqu'après tout, pour il peut moi, le s'il y a faire. un changement qui génère une nouvelle version, il y a un nouvel envoi derrière. Bonjour, William de Gris de Software Médical. Effectivement, nous on pensait également pareil, hein, que la temporisation qui était faite et qui était offerte à l'utilisateur pour les envois DMP, elle était simplement là pour dire, bon, bah, potentiellement, j'ai envie d'annuler l'envoi de mon message. Par contre, si modification de contenu il y a, on fait une nouvelle version. Après, pour ce qui est de la problématique que tu as énoncée, Maël, effectivement, côté software, on génère des messages différents pour chaque destinataire. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque destinataire a son exemplaire qui fait l'objet d'un envoi unitaire. Pourquoi? Bah, parce que, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a potentiellement des règles de diffusion différentes en fonction du canal de distribution. Si on est sur de la MSS, si on est sur du DMP. Et historiquement, c'est aussi comme ça, nous, qu'on gérait le public postage, par exemple, pour avoir des champs de fusion différents, en fonction, notamment au niveau de l'entête, en fonction de si on s'adresse à un patient, à un médecin. C'est ce qui nous permet justement d'être assez dynamique là-dessus et de pouvoir constituer des contenus différents en fonction du destinataire, quoi. Donc je vais même plus loin que ce qui est marqué à l'écran là, avec la solution proposée. Nous, c'est pas permettre de faire un envoi en 2 étapes avec un message pour le DMP et un message pour la MSS. C'est même un message par destinataire. Oui, et pour le CIB, on a également des cas où on envoie un message pour DMP MSS. Alors, c'est pas par destinataire, mais c'est tout simplement le cas de l'envoi manuel où, a posteriori, l'utilisateur peut décider de réaliser un nouvel envoi vers messagerie sécurisée à un nouveau destinataire. Alors effectivement, du coup, ça modifie le contenu du document.
enfin, les destinataires présents dans le CDA. Mais nous, le cas où on va envoyer 2 flux distincts pour des DMP-MSS, c'est l'envoi manuel où on a simplement des boutons distincts. L'utilisateur peut choisir d'envoyer au DMP à un moment, à la MSS à un autre. Donc l'eurodatage sera différent. Nous concernant, il sera différent non pas en fonction du canal de distribution, mais bien en fonction du destinataire. C'est-à-dire que si je reprends un exemple avec 3 destinataires, le patient, un professionnel de santé par MSS et le DMP, on aura 3 messages pour les 3 destinataires avec potentiellement des eurodatages différents. Ok. L'objectif, c'était de vous faire réagir par rapport à ça, en fait, proposer des solutions, en fait, compris pour la question de l'eurodatage, qu'en fait. Il y a Martin Pardon. Martin Peigné qui veut réagir aussi, et Jean-Christophe. Pardon. Oui, en effet. J'ai posé une question dans la partie questions-réponses, mais si vous voulez, je vous la redis à l'oral. Ça va un peu avec ce qui a été évoqué, mais c'est juste sans parler de désynchronisation entre DMP et MS Santé, juste DMP tout seul. Par exemple, là, j'ai donné un cas d'usage où on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut faire. Lorsqu'on envoie une version 1, mais qu'elle est en erreur, mais qu'on ne sait pas encore qu'elle est en erreur parce que c'est côté PFI, et qu'entre-temps, il y a une version 2 du document qui est générée. Normalement, la version 2 remplace la version 1, on l'écrit dans le CDR2, donc on l'envoie, mais entre-temps, si la version 1 était en erreur, eh ben, on ne pourra jamais faire le remplacement dans le DMP. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est un cas assez simple. Les messages, il faut les stocker, hein, donc il y a forcément une dynamique, donc il faut que s'il y a une erreur sur un premier envoi, le premier envoi doit être rejoué avant de passer à l'envoi suivant, quoi. Donc il faut à tout prix passer la version 1 avant de passer la version 2 alors. Alors après, ce qu'il faudrait qu'on vérifie, si il y a quand même un enchaînement, un incrément au niveau des versions, et la version le numéro de version est quand même très important lorsqu'on veut remplacer un document par un autre, quand on ne va pas remplacer un document version 1, enfin version 2 par un document version 1. Donc moi, ça me gêne que l'incrément soit cassé, quoi, la partie incrémentale soit cassée. Après, tout dépend de l'erreur, parce que si la version 1, je ne sais pas, on a une erreur du DMP où il nous dit le CDR2 est mal formaté, enfin normalement ça a déjà été vérifié, ça ne devrait pas arriver, mais ouais, c'est ça. Enfin, je ne sais pas, tout dépend de l'erreur, quoi. Et de notre côté, Problème d'interopérabilité classique. Pour le DPI EasyList, c'était déjà une question qu'on se posait pour la vague 1 du Ségur. C'est-à-dire, en tant que DPI, on n'avait pas l'information de l'erreur de DMP. On envoyait une modification et la modification passait pas parce que la première version avait déjà pas été reçue. Je rajouterai une question à ça. Quel acteur DPI ou PFI doit faire ce fameux rejeu de la version 1? Il me semble que c'est la PFI. Alors, tout dépend de la nature de l'erreur. Si c'est une erreur de communication technique, je dirais de réseau, c'est la PFI. Si c'est une erreur métier, elle doit être corrigée à la source, côté DPI. Voilà. Donc, en fonction effectivement de l'erreur, c'est un des deux acteurs qui doit rejouer et la PFI doit jouer un rôle de tampon. Pour l'instant, je ne sais pas si c'est déjà le cas des PFI existantes. Oui, la PFI, oui, tout à fait. Je voulais revenir sur la partie. Excusez-moi. Non, j'ai juste une remarque. Il me semble que dans les tests que nous on fait régulièrement pour tester, il me semble à vérifier que si on envoie directement une version 2, c'est-à-dire en envoi initial à une version 2, au DMP, le DMP l'accepte, même s'il n'a pas la version 1. Mais du coup, on l'envoie pas comme un update, c'est-à-dire en demandant, récupérant l'identifiant. Voilà, donc à vérifier, mais il est fort possible que le DMP accepte directement la version 2 d'un document. Alors, je confirme ou non, le DMP accepte si c'est une nouvelle version et un nouveau document. Par contre, si c'est une version 2 qui rappelle la version 1 à modifier, là, ça passe pas. Oui, c'est ça. La transaction, du coup, doit être comme une transaction d'envoi initial, en fait, comme d'un nouveau document. Je suis d'accord avec vous. Et pas de rappel de l'ancien, de l'identifiant de l'ancien. Voilà. Mais... Ça veut dire que si le DPI envoie une modification, la PFI, sachant que la version 1 n'a pas été envoyée, doit modifier le message
et indiquer que c'est une création au lieu d'une modification. Et ça complexifie toute la chaîne. C'est ça. C'est ça. Ouais, donc sur la partie destinataire, donc lorsque un courrier est créé, donc est envoyé à plusieurs destinataires, donc normalement dans le corps du courrier, il y a tous les destinataires, et derrière, donc même s'il y a les destinataires ne sont plus dans le message HCDA, hein, les destinataires sont bien dans dans le courrier, mais on a distingué dans la vague 2 la partie envoi à des destinataires de la partie contenu du courrier. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer un courrier à 3 destinataires, mais vous pouvez l'envoyer à un 4e destinataire sans forcément revoir, le contenu du courrier. Et dans ce cas-là, le CDA sera exactement identique. Pareil, vous faites 3 destinataires initiales, le courrier contient les 3 destinataires, le PDF et le CDA. Le message enverra le même CDA aux 3 destinataires. Il n'y aura pas le CDA va pas changer, ça sera toujours le même CDA. C'est ça qu'il faut bien vérifier. Je passe sur d'avoir été très clair. Ouais. Oui, c'est des questions qu'on se posait. Si tu changes le document, mais aussi la partie médicale, le contenu et les destinataires, tu en ajoutes un, tu en supprimes un. En fait, la tout question dépend qu'on si se le posait, PDF celui change, ouais. qui a été supprimé, des destinataires, est-ce qu'il doit recevoir un message de suppression? Si tu as un nouveau destinataire, lui, il va plutôt recevoir un message. Du coup, il faut envoyer à la PFI un message de création pour lui. Alors que celui qui était déjà destinataire quand la mise à jour. Enfin voilà, tout de suite, on voulait vraiment être sûr des interprétations de ça, parce que si à partir d'une même version, d'un changement de version de document, où tu as changé aussi les destinataires, tu en as ajouté, tu en as supprimé, du coup, qu'est-ce qu'il faut vraiment gérer et si on doit différencier création, suppression, modification, en fait, ça veut dire que derrière, tu as plusieurs messages du DPI à envoyer à la PFI et différencier assez finement par destinataire, quoi. Tout dépend si le corps du PDF change, en fait. Ça dépend des applications. Oui, c'était dans le cas où il change. Ouais. Dans le cas où il change, il faut renvoyer, c'est une nouvelle version. Donc, dans ce cas-là, en théorie, il faudrait le renvoyer donc, mettre le fameux annulaire en place et le renvoyer donc, à tous les destinataires, au DMP aussi. Oui, mais là, derrière l'annulaire en place, et par contre, la partie suppression, alors, on peut envoyer un message de suppression, mais derrière, est-ce que côté mais nous, on ne sait pas. On se demande s'il faut le faire. Est-ce que la PFI est capable de faire un message de rappel, tu vois, enfin, je ne sais pas. Ça, je ne connais pas suffisamment les protocoles SMTP. Non, mais là, je pense que c'est un petit peu au niveau des scénarios et ce qu'on doit faire que c'est à déterminer. Parce que justement, c'est pas défini. Tu vois, l'annulaire en place, par exemple, on se demande, tu fais une version V2 d'un document, tu ajoutes un destinataire. Est-ce que lui, ça va être la première version du document, est-ce que lui, il faut qu'il y ait l'annulaire en place dans le document? Dans le DMP, du coup, est-ce que la notion d'annulaire en place qui était à prévoir pour les mises à jour envoyées par MS Santé, de quelqu'un qui avait déjà reçu un message par MS Santé, est-ce qu'aussi cette mention, elle doit être dans le document qui est dans le DMP? Parce que du coup, c'était pas vraiment clairement précisé. Parce que si l'annulaire en place du document est présent dans le document du DMP et pas de la MS Santé, de toute façon, ça veut dire que c'est des CDA différents. En plus. Oui. Ça, il faut que ça soit clarifié. D'accord. Du coup, c'est l'occasion de faire un atelier, en effet. En fait, on voit, il y a Delphine, vous avez une question. Oui, moi, c'était une question sur les messages MDM, du coup, puisque si on en a un pour le DMP, un pour la MSS, est-ce que les OBX sont toujours obligatoires dans les 2 cas? Par exemple, les OBX sont obligatoires. Les OBX sont bien obligatoires. Non. Les OBX sont bien obligatoires. Même si pour la MSS, certaines informations ne sont pas valables, par exemple, comme masquer patient, ou masquer, PS ou invisible patient, mais on doit quand même laisser les OBX dans le message. Oui. C'est ça, c'est comme ça qu'est prévue la spécification, quand en fait, avec l'ensemble des champs, quand on les met à oui ou à non, quand on met les bonnes valeurs par rapport à ça. Il y a M. Bonneau qui a levé la main, je crois. Bonjour, Fabien Bonneau des HL. Je voulais revenir sur le DMP. Mettons qu'on a un message 1 qui passe, un document version 1 qui passe. La version 2, le message, on l'envoie, il est KO. Pour X raisons, on sait qu'il ne passera jamais. Ça veut dire qu'on est condamné à ne plus jamais pouvoir envoyer de nouvelles versions sur ce document.
puisqu'il faut absolument réindiquer le numéro de version précédente. Dans quel cas il ne passerait pas la version 2 quoi, en fait. Je ne sais pas, rupture de flux, un document corrompu, X raisons. En fait, je ne comprends pas l'intérêt de devoir identifier la version précédente du document à partir du moment où on a un set ID qui correspond à l'identifiant de l'autre version du doc, où on envoie un numéro de version qui est forcément incrémental. À partir de ce moment-là, côté DMP, on sait forcément si c'est une mise à jour ou pas. On sait qu'on augmente en version. Le problème, c'est surtout la partie, pas DMP, mais c'est surtout en réception. C'est-à-dire qu'à un certain moment, vous allez recevoir des documents CDA qui vont remplacer d'autres documents CDA. Et ce qu'il faut être sûr, donc il y a une chaîne, une sorte de chaîne dans le CDA où on peut référencer la version précédente, etc. Mais s'il y a un trou, finalement, la version précédente, vous ne l'avez jamais reçue et donc vous êtes incapable de reconstituer la chaîne. Donc du coup, avec ce numéro de version, ça vous permet de dire, je ne vais pas remplacer un document version 3 avec un document version 1. C'est ça, en fait, l'objectif, de bien gérer les numéros de version. Ça encore, c'est logique de ne pas remplacer une version 3 par une version 1. Oui, mais ça, il faut être sûr que les numéros de version soient bien gérés dans les CDA. C'est ça le point. Et c'est obligatoire comme. C'était pas obligatoire, je crois. Si, c'était obligatoire. Sur la version. La vague 1, c'était obligatoire, Jean-Christophe. On avait fait des tests. Le fait de devoir absolument indiquer l'identifiant et la version du document précédent complexifie l'ensemble du traitement. Alors qu'en fait, ça reste juste des maths où on augmente de quelques versions, quoi. Donc, le set ID étant là pour indiquer l'identifiant d'une autre version, on a la version. Je comprends pas l'intérêt. On est obligé, donc on le fait, mais ça complexifie l'ensemble. Je rejoins Fabien. Disons qu'un logiciel ou même le DMP sait qu'il a déjà la version 1. Pourquoi devoir rappeler que c'est la version 1 qu'on met à jour, sinon on envoie que c'est la version 3. C'est-à-dire que la version 3 va par défaut remplacer la version 1 ou la version 2 si c'est la 2 qui est stockée, et ne pas remplacer la version 3 si c'est la même version, etc. Mais si vous envoyez une version 3 et ensuite vous envoyez une version 1, le DMP va remplacer la version 3 par la version 1. Après, charge à chacun des logiciels de gérer ces identifiants, donc ces versions. C'est pas très. Ça semble. On a concentré dans la production des messages la gestion des versions à remplacer, alors que chaque logiciel sait quelle version il stocke et quelle version il reçoit. Là, on est plus sur une problématique sur la transaction DMP, la TD 2.1 ou 2.2, quoi, en fait, où pour remplacer un document, on doit passer l'identifiant du document remplacé, quoi, en fait. C'est ça qui vous pose problème. C'est cette transaction, quoi, en fait, qui pour vous est inutile, quoi, et que ça serait au DMP, quoi, en fait, que vous passiez directement avec une transaction d'alimentation et pas passer par cette transaction et au DMP de gérer ça de son côté, quoi, en fait. C'est ça, si je comprends bien la logique. Et de ne pas impliquer sur toute la chaîne cette gestion des sous-versions, plutôt de le faire gérer que au logiciel destinataire. Là, ça sera impossible, hein, vu les à faire. Ce sera impossible. On prend la question, hein, en fait, on prend la question, elle est judicieuse, quoi, en fait. Je comprends qu'en fait, je ne saurais pas vous répondre en séance, hein, quoi, en fait. On prend la question, qu'en fait, ce qu'on entend avec l'ensemble de vos remarques, dans tous les cas, en fait, c'est que nous, il faut qu'on assouplisse la DPI CDA H702, hein, quoi, pour qu'il corresponde plus à vos cas d'usage, quoi. Faut que vous soyez en capacité pour passer le référencement de faire 2 messages ou plus de 2 messages au moins, un pour le DMP et autant de messages peut-être pour la MSS, quoi. Par contre, on fera la vérification, quoi, en fait, dans le cadre du référencement, que ce soit le même document qui soit envoyé, quoi, en fait, et un autre atelier, quoi, suite à vos différentes remarques, qui est en parallèle du référencement, quoi, en fait, avec vous, quoi, en fait,
Pourquoi, en fait? Pour regarder tous les cas possibles qui peuvent arriver en fait, et qu'on ait un schéma directeur sur l'ensemble de ces cas d'usage, en fait. Quand je fais une suppression d'un destinataire, qu'est-ce qui se passe et autres, en fait. Hein, plutôt avec des guidelines ou une doctrine par rapport à ça. C'est comme ça que je comprends les choses. Je ne sais pas si vous êtes en face, Jean-Christophe. Oui, tout à fait. Ouais. On reviendra vers vous. On va aller pour assouplir, on va arbitrer pour assouplir la règle en 2 messages. On vous proposera quelque chose pour ne pas bloquer le référencement, et on vous propose un atelier par rapport à toutes ces problématiques d'envoi au DMP, supprimer un destinataire, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'envoie par MSS, pour vous proposer une doctrine par rapport à ça, en fait, pour qu'on ait potentiellement un fonctionnement uniforme entre l'ensemble de vous, les acteurs, en fait. Est-ce qu'on passe au sujet suivant? Il est midi, ouais. donc... Ouais, on va passer au sujet suivant, en fait. Jean-Christophe, je te laisse faire l'intro pour le sujet suivant. Oui, donc c'était le... Vas-y, passe la diapo. Ouais, c'était par rapport aux spécifications. Donc, je rappelle, donc par rapport, lorsqu'un message, on reçoit un message par MS Santé qui doit être intégré dans le DPI, donc ça passe par la PFI qui envoie un message MDM vers le DPI. Et si le DPI, pour toute raison, n'arrive pas à intégrer le document CDA qui est transporté dans le message HL7, donc il retourne un accusé de réception en erreur, et la PFI donc, doit générer un mail, un MDN, Message Disposition Modification, et on a demandé dans l'objet qui est une certaine syntaxe, et également de mettre en pièce jointe les fichiers d'origine, en fait, donc le fichier IHEXAM.zip et le PDF. Alors, alors, il y a une histoire pour ça. C'est que, en fait, au tout début, donc, lors des premiers REM qui ont été proposés à l'écosystème, donc, on a demandé aux éditeurs de mettre en place ce qu'on appelle une sorte de parapheur, c'est-à-dire que lorsqu'un message, un document ne pouvait pas être intégré dans le DPI, du coup, un module devait être développé par les éditeurs pour afficher les documents qui n'avaient pas pu être intégrés automatiquement, et donner la main donc à une personne qui a les droits d'intégrer à la main ce document en faisant une recherche dans la base du bon patient, du bon séjour. Enfin, ça tout dépend un peu de la logique de chacun des éditeurs. Donc, il y a eu pas mal de discussions à l'époque entre certains éditeurs et la DNS. À l'époque, je faisais partie des éditeurs, donc je connais bien le sujet. Et du coup, les éditeurs, donc, on avait proposé une solution alternative, c'était de dire, plutôt que de faire ça, on va plutôt renvoyer un message, un mail en fait à l'émetteur, donc d'origine, donc soit à un émetteur ou différentes, à une balle en fait, voilà, on va dire à une balle, et ce mail donc indiquera qu'il y a une erreur d'intégration, et pour faciliter ensuite l'intégration manuelle par la personne qui va recevoir le mail, de mettre en pièce jointe donc ce fichier zip et ce fichier PDF. Comme ça permet, ça évite à la personne d'aller chercher dans ses envois quel était le message qui a été envoyé, qui correspond à l'erreur. Enfin, ça simplifiait énormément de choses. Donc, on a mis cette exigence-là. À l'époque, côté ANS, donc on avait fait une vérification. Puis moi aussi, j'avais fait la vérification que les RFC n'interdisaient pas ce genre de fonctionnement, puisqu'un MDM, c'est c'est un mail en fait, avec des tags particuliers. Et des outils tests aussi, on avait construit des outils tests en interne pour vérifier qu'on pouvait le faire. Et donc là, récemment, donc, Philippe est revenu vers nous en disant, nous, on a un problème, c'est que notre librairie Java ne permet pas de mettre des pièces jointes sur un MDM, quoi, un message de type MDM. Donc voilà, donc ça c'est plutôt une... Enfin, je te pose je sais pas si je te passe la parole, Maël, mais c'est plutôt une question par rapport à vous. Est-ce que vos librairies que vous utilisez, donc il y en a certaines qui permettent d'attacher des pièces jointes à MDN et d'autres qui ne permettent pas. Donc, je ne sais pas où vous en êtes dans vos développements, mais est-ce que vous avez remarqué aussi ce problème? Et je passe la parole aussi à Frédéric qui va intervenir. Je voulais juste intervenir parce que c'est nous qui l'avons renvoyé là côté Mancare. En fait, c'est un problème
qu'on a constaté avec l'utilisation de certaines librairies Java, effectivement, mais en fait, qui est constaté sur les RFC. Parce que en fait, le MDN est un mail, c'est sûr, mais un MDN particulier, parce que c'est un MDN qui est demandé en multipart report. Multipart report, c'est défini par RFC, les RFC, je ne sais pas trop combien, 6522. Et dans la définition, il y a 3 parties. Il y a un texte libre, un contenu message disposition, et puis le corps du courrier. La pièce jointe n'est pas possible avec cet RFC. Donc, nous, le constat, c'est même pas que c'est pas un problème de librairie, quoi, ou de certaines, c'est que pour nous, vu la RFC, c'est pas possible. Et même si le besoin, on le comprend, je pense que soit le retour avec les pièces jointes devrait être un mail normal, donc pas en multiport report, soit il y a un retour normal MDN qui passe juste l'information, ça a été lu, traité, et puis un deuxième mail qui est envoyé à une boîte aux lettres applicative ou organisationnelle qui contient les pièces jointes et qui est effectivement une boîte aux lettres, comme tu l'as dit tout à l'heure, nécessaire pour le retraitement manuel en fait de l'import. Mais donc ça veut dire deux mails en fait. Donc l'émetteur, lui, le MDN, c'est quand même quelque chose d'automatique. C'est quand même normalement un traitement automatique qui retourne. Donc il dit finalement c'est bon, c'est pas bon. Ça veut ça, lecture. Enfin, ça a été lu, traité, ou ça a été lu, pas traité, pas intégré. Et après, si effectivement le cas d'erreur, pourquoi pas plutôt faire un deuxième mail, mais là, pas un MDN et pas un multipart report, un mail normal, et lui qui contiendrait effectivement les pièces jointes. Le multipart report, la dernière partie, la troisième partie est optionnelle dans le MDN. La troisième partie, vu la description, elle est optionnelle et c'est le corps du courrier. C'est pas les pièces jointes. C'est le corps, c'est le corps du courrier qui est optionnel, mais rien n'interdit. Moi, j'ai consulté aussi d'autres personnes et ils me disaient oui, c'est un mail, tu peux mettre des pièces jointes même si c'est un MDM, tu vois. Enfin, le problème, c'est toujours le problème, c'est l'interprétation des standards. Oui, une RFC, c'est pas facile à comprendre non plus. C'est pas compréhensible, c'est sûr. C'est vrai que été écrit il y a 50 ans. Il y a pas contrairement à d'autres types de messages, le cas des pièces jointes n'est pas ajouté, quoi. Et c'est vrai qu'on comprend alors que certaines librairies et des AZ standards ne gèrent pas. Après, il y a ce problème d'interprétation de standard et puis cette capacité à faire. Donc, donc ça serait, avant de se positionner, ça serait quand même bien d'avoir un retour des éditeurs pour savoir si eux aussi sont confrontés à ces problèmes de pièces jointes du fait des librairies qu'ils utilisent, quoi. Parce que après, le souci, derrière, il faut quand même garder à l'esprit qu'on veut que l'utilisateur final qui va gérer le message en erreur ait vraiment un maximum de confort. Je vous rappelle le contrat qui a été passé entre des éditeurs et la DNS, c'est que, OK, on ne vous demande pas le parapheur, mais vous gérez un mail avec suffisamment riche pour que le traitement soit facile côté utilisateur, quoi. Donc, et ça, il faut garder ça en tête. De toute façon, quelle que soit la solution qui sera trouvée. Voilà. Donc, si les éditeurs qui sont présents sont confrontés aussi à ce problème, peut-être voir si vous pouvez faire des tests la semaine prochaine ou avant Noël, voir si vos librairies ne permettent pas de faire ça. Ce serait bien qu'on ait un retour assez rapidement, quoi, pour qu'on puisse agir rapidement. Plutôt les éditeurs de PFI, Jean-Christophe, pour cette partie-là. PFI, oui, excusez-moi, PFI, bien sûr. Ouais. Alors, ils ne sont pas nombreux, mais bon, ils ont un rôle crucial dans le circuit. Bonjour, moi j'avais une remarque plus générale. Donc là, on voit que vous avez pris en compte des problématiques remontées, que vous avez discuté pour apporter des solutions, c'est très bien. Et il y a une chose qui ne change pas, c'est le délai accordé notamment pour la PFI pour le dépôt des preuves, qui est à mi-mars. Et du coup, ma question, c'est à quel moment vous vous engagez à ne plus modifier aucune des documentations utilisées et qu'on doit respecter pour atteindre ces preuves minimales? Parce qu'on voit par exemple que là, il y a la version 1.16 qui est sortie sur la structuration minimale. Voilà, il y a des choses qui changent en octobre, en novembre. Est-ce qu'on peut dire qu'en janvier, l'ensemble des documentations sont à jour, que les preuves demandées sont validées définitivement et que plus rien ne bouge? Est-ce qu'il y a peut-être une partie de la solution, quoi, en fait, ou une partie de la réponse plutôt que de la solution, quoi, en fait, c'est que
quand vous êtes engagé dans le Ségur, on a dit les versions minimales, quoi, en fait. Hein, il y a la 1.16 qui est sortie cet été, quoi, en fait, pour cette version minimale. Et que quand on a démarré le Ségur de la santé, quoi, en fait, pour des pays PFI, c'était sur la version 1.15, quoi, en fait. Donc, vous avez le choix, quoi, en fait, hein, par rapport à ça. Pour la version. Oui, ouais. ça c'est pour les documentations, on va dire, sur Ouais. les normes. Mais après, il y Ouais. a quand même là, on voit que les exigences, elles sont en train d'être discutées et peut-être elles vont être adaptées. Donc à quel moment les exigences, elles ne changent plus? C'est compliqué à dire dans parce notre que analyse, l'objectif, c'est d'être le plus fluide. Hein, quoi. En fait, on va pas rajouter de contraintes, hein, quoi, non plus. Quoi, en fait, donc, c'est aussi de trouver des solutions ensemble par rapport aux différentes problématiques de ce qui avait été pu voir avant, quoi, en fait. Et vous, la question que vous posez, qu'en fait, c'est comme les choses sont en train de bouger, qu'en fait, est-ce que ça décale le calendrier, quoi, en fait, c'est ça que j'entends. c'est que nous, forcément, dans nos phases, on commence par faire une analyse, puis après on délègue aux équipes de développement. Donc s'il faut revenir sur la phase d'analyse, du coup, on repart pour un tour, on va dire. Donc évidemment que nous, ça commence à devenir problématique pour respecter les dates imposées. Donc si le calendrier ne bouge pas, oui, ça devient... Bon, en fait, c'est un problème, dans le développement logiciel, c'est un problème, je dirais, classique. Je veux dire, même quand on fait des développements sur des modules métiers, vous déployez ça chez le client, il y a des retours, vous revenez. On est un petit peu dans le même processus, quoi. Ce que l'on fait quand même, c'est assez novateur. On se rend compte qu'au fur et à mesure que les développements avancent et puis que les déploiements sont déjà faits, tiens, ça marche pas. Derrière, à la fin, on veut quand même quelque chose qui soit utilisable, enfin qui rende service, quoi. On fait pas du développement Ségur Vague 2 pour faire du développement Ségur Vague 2. Donc c'est vrai l'ANS a l'esprit de garder vraiment une rétrocompatibilité ascendante au niveau des spécifications, mais et voilà, c'est impossible de se dire que le 28 janvier, tout sera figé. C'est parce que le Ségur, c'est un programme qui est sur plusieurs années et qu'il y aura forcément des ajustements à faire. Et on espère que les ajustements seront les plus faibles possibles, quoi, et avec le moins d'impact possible sur les développements, quoi. Mais voilà, c'est un problème de développement logiciel, hein, on est là-dessus. Hein. De spécifications, c'est impossible de faire des spécifications propres dès le début, quoi. Surtout là, sur ce qu'on est en train de faire là actuellement, quoi. Dans tous les cas, en fait, pardon, Delphine, vous voulez parler de ça. Oui, c'est pour compléter. On comprend bien la démarche d'aller-retour entre vous et nous, mais c'est juste qu'au final, la date de référencement, elle, par contre, ne bouge pas. Donc, c'est vrai que quand on commence à faire des spécifications, à décortiquer, à faire les développements, parfois une petite évolution peut avoir une conséquence chez nous, voilà, en termes de temps et d'implication des équipes de développement. Et on a toujours la même deadline. C'est ça qui est un peu dommage, quoi. Pour l'instant, du moins. Pour l'instant, oui. En fait, l'élément de réponse qu'on peut apporter, hein, c'est sur ce qu'a présenté Sylvain par rapport au feedback, on est plutôt sur l'amélioration, en fait. Donc, quelque chose qui fluidifie. On est plutôt sur un essai de fluidification, en fait, plutôt que rajouter des contraintes, hein, là où on en est, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on fait des ateliers avec vous et autres, pour trouver des solutions ensemble par rapport à ces différentes contraintes qu'on a, en fait. On a pu voir sur l'exigence précédente, on l'assouplit, quoi. Donc, normalement, ça va être facilitant pour vous. Qu'en fait, tous les retours qu'on essaye de faire, c'est qu'ensemble, on réussisse, c'est que ça soit facilitant. On ne rajoutera pas de contraintes, hein, quoi, en fait, par rapport à ça, en fait, hein, je pense. En complément, effectivement, à tout ce qu'on essaye de mettre en place, c'est par rapport aussi au retour que l'on a. C'est les améliorations, les changements qu'on apporte, c'est plutôt pour enlever des points de blocage dans l'implémentation. Donc, c'est plus pour faciliter, donc, plutôt qu'effectivement d'avoir un changement trop impactant. Après, comme dit Jean-Christophe, effectivement, ici, on éprouve aussi les spécifications. Donc forcément, on n'est pas à l'abri. On ne peut pas le deviner, mais c'est un risque. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on essaye de faire, et au contraire, on essaie de vous débloquer.
On peut pas apporter, moi, côté ANS, je peux pas vous apporter de réponse sur d'autant que ça décale les modifications, en fait. Dans tous les cas, par rapport à ce problème sur la RFC, qu'en fait, merci aux éditeurs, vous avez joué le jeu, vous allez vous faire des retours par rapport, j'ai vu que quelques-uns nous disaient déjà qu'ils allaient faire des retours par rapport à ça. On va débloquer l'autre exigence, la CDA HS702, pour pouvoir faire 2 messages. On refait un atelier avec vous, en fait, très prochainement, pour fixer les règles par rapport à la suppression en voix, tous les cas d'usage possibles dont vous parliez, Monsieur Laguarde, en fait, et les autres éditeurs, pour avoir quelque chose, une doctrine assez claire. Mais celle-là, cette doctrine est plutôt sur l'implémentation que sur le référencement. Ça ne devrait pas vous bloquer pour le référencement, c'est plutôt que ce soit au moment de l'implémentation ou de la mise en place du logiciel. Et sur la RFC, quand on attend vos retours pour pouvoir de faisabilité, pour pouvoir arbitrer en fait prochainement avec vous. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Jean-Christophe. Non, il faut monter ces ateliers, les cas d'usage, là, en effet, c'est toujours là, c'est les choses les plus difficiles à faire, c'est justement lorsque ça marche pas. Donc là, il faut bien, en tout cas, il faut bien identifier ces cas d'usage et les ateliers donc on permet de le faire. Et puis pour la RFC, ouais, donc ça c'est important qu'on ait les retours, savoir un petit peu comment on peut avancer là-dessus, et toujours en ayant à l'esprit que derrière il faut pas, ce sera du confort pour l'utilisateur final, hein. Il faut surtout pas casser cette chose-là. Ce qu'on avait prévu pour les prochaines étapes, hein, vous l'avez compris, hein, qu'en fait, c'est toujours dans cette démarche itérative d'amélioration continue, qu'en fait, c'est que faites-nous vos retours, qu'en fait, comme vous avez pu le faire pour l'instant, que ce soit sur l'espace industriel ou sur la balle de l'espace de test, on les prend en compte, on s'améliore, on documente plus. Et ce qu'on est en train de voir ensemble aussi, qu'en fait, c'est qu'on va publier les IG que vous avez présentés, Sylvain, qu'en fait, qui vont donner une certaine facilité à naviguer, à rechercher, à trouver les éléments, qu'en fait, et ce qu'on prévoit aussi, là, ce qui n'était pas dans la diapo, ce qu'on n'avait pas prévu forcément, quoi, c'est un prochain atelier, qu'en fait, dédié au cas d'usage de l'envoi de documents au DMP et MSS pour savoir quelles sont les actions à réaliser derrière, en fait. On revient rapidement vers vous, vers les différents canaux, en fait, possibles pour vous dire quand est-ce que c'est prêt, en fait, et où on en est, dans tous les cas. Merci à vous. J'ai rajouté des points, il est midi 15, 17. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment, on va profiter de ce moment, en fait, pour si les sujets ne sont pas adressés, ou si vous voulez qu'on adresse d'autres sujets. S'il n'y a pas d'autres sujets, comme disait Maël, vous pouvez toujours nous contacter effectivement sur différents médias que j'utilisais déjà. N'hésitez pas. En tout cas, merci à vous pour cette démarche, d'être entré dans cette démarche du Ségur Vague 2, en fait. Et on espère vous avoir très prochainement, soit sur l'espace industriel, les tests ou les prochains webinaires qu'on va organiser ou ateliers, en fait. En tout cas, merci à vous, très bonne journée et très bon week-end. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.